Bonjour, c'est Claire-Lise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est peu connu, que vous ne trouverez pas sur Internet, qui est le burn-out des célibataires. Alors, c'est une audio bonus, c'est le 8e audio bonus du mois de juillet. Vous êtes sur un podcast qui s'appelle « Les 13 dynamiques du féminin sacré », un podcast sur lequel on étudie, depuis le mois de janvier, l'énergie de chaque mois comme elle nous l'est présentée par un enseignement amérindien. Ce sont des femmes amérindiennes qui nous ont transmis cet enseignement oralement et maintenant nous l'avons en livre. Et moi, je présente cet enseignement amérindien sous forme d'une roue chamanique. Et tous les mois, je vous propose tout un tas d'audios pour explorer les énergies de chaque mois en lien avec le conte proposé par cet enseignement amérindien. Au mois de juillet, nous avons exploré autour du conte Celle qui aime toutes choses et nous avons exploré le caractère sacré de l'amour. On a donc parlé de l'amour, du couple, de la famille, de la sexualité. Et nous avons eu aussi tout un tas d'audio bonus où nous avons exploré toute la dimension sociétale avec un regard sociologique de l'évolution de tous ces concepts aujourd'hui pour comprendre ce que nous étions en train de vivre aujourd'hui en société. Cet audio bonus, donc le burn-out célibataire, fait suite à une autre audio que j'avais fait sur le burn-out parental. Et c'est vraiment en lien avec toutes les audio bonus au niveau sur la notion de l'évolution de notre société. Donc peut-être que ce titre vous interpelle et vous écoutez l'audio comme ça de manière dissociée des autres audios et c'est tout à fait possible pour vous, vous allez comprendre. Hein. Mais si vous voulez comprendre la genèse de ce dont je vais parler là, eh bien, je vous propose d'au moins aller écouter toutes les audio bonus qui nous parlent en fait de toute l'évolution sociétale en France jusqu'à cette société individualiste que nous vivons aujourd'hui et qui crée, c'est une société qui crée des burn-out. Alors, donc, je vais vous faire une définition du mot burn-out pour qu'on comprenne de quoi on parle. Le burn-out, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations très exigeantes sur un plan émotionnel. Donc aujourd'hui, on sait que c'est un symptôme de notre société, qu'il y a de plus en plus de burn-out, que notre société crée des situations de burn-out. Et donc, c'est de plus en plus étudié par les chercheurs en sociologie et assez encore peu connu par les thérapeutes. D'où pour moi l'intérêt de faire cet audio et de la diffuser le plus possible pour que nous puissions rapidement mettre des diagnostics parce que souvent les personnes en situation de burn-out ne sont pas diagnostiquées et du coup il y a une errance thérapeutique où toutes les thérapies qu'elles entreprennent ne vont pas marcher parce qu'on n'a pas mis le bon diagnostic. Qu'est-ce qui est connu comme burn-out? Eh bien, c'est le burn-out professionnel, ça c'est connu. On en parle de plus en plus maintenant. Et puis, il y a tout un tas d'autres burn-out, dont celui parental. Et je vais vous parler des différents burn-out que peuvent vivre les célibataires. Je vais reprendre une autre définition, celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit le burn-out comme un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets. Alors, on va observer que le burn-out, en fait, résulte d'un stress chronique. Donc, sur la durée, ça peut être des micro-facteurs de stress, les uns cumulés aux autres, qui va créer un gros stress chronique, en fait. Et donc, on va retrouver chez les personnes des taux de cortisol, de l'hormone du stress, très, très élevés, qui va faire des symptômes au niveau du système nerveux. Donc, les personnes sont soumises à un stress chronique qui peut être un gros stress ou plusieurs gros stress ou plusieurs petits stress qui fait qu'à la fin, ça fait un gros stress. Et ça va se développer progressivement chez les personnes qui sont exposées à des conditions frustrantes et démotivantes. Donc on va observer un cercle vicieux qui va se mettre en route, celui du stress et du surstress.
avec donc de la fatigue. C'est très épuisant d'être stressé, ça consomme énormément l'énergie en fait. Donc il va y avoir d'abord de la fatigue avec c'est vraiment un symptôme énergétique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'énergie dans le corps, il y a plus d'énergie dépensée par la personne, par son stress, son système nerveux et ses pensées, que d'énergie dont elle est dont elle a la disposition dans son corps. Et donc à un moment, c'est comme une voiture qui a plus d'essence, quoi. Il va y avoir une panne d'essence. Comme on va voir que ça concerne des personnes plutôt perfectionnistes et assez fortes, ces personnes-là vont ressentir cette fatigue et vont avoir tendance à ne pas l'écouter et à vouloir continuer coûte que coûte ce qu'elles travaillent parce qu'elles sont dans un sentiment d'échec et donc elles ont tendance à toujours aller plus loin dans ce qu'elles vivent pour essayer de résoudre le problème. Donc, il va commencer à avoir un épuisement qui va se mettre au niveau de la santé avec des symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire que le corps va se mettre à réagir. Il va y avoir déjà des troubles cognitifs, des difficultés de concentration. Et puis, il va y avoir des migraines, des insomnies, du mal au dos, mal au ventre, etc., etc. C'est-à-dire que le cortisol va augmenter, toutes les fragilités de base de la personne vont être démultipliées à cause du stress. Et puis on va trouver ensuite des symptômes qui arrivent plutôt psychologiques avec un sentiment d'échec, donc il va y avoir une dévalorisation de soi, de l'anxiété sous toutes ses formes avec la sensation d'être dans une impasse, de pas arriver à s'en sortir. Donc il va y avoir dans le cerveau reptilien, le cerveau de la survie, une sensation de mort imminente, donc encore un surstress qui va se rajouter parce que la personne a l'impression qu'elle ne va jamais se sortir de ce cercle vicieux. On va voir donc s'installer de l'anxiété sous toutes ses formes, de l'irritabilité, une tendance à s'isoler parce que la personne a la sensation qu'elle est socialement moins agréable et moins acceptable. Un sentiment d'être dépassée par les événements ou d'être démotivée par ce qu'elle vit, et donc ça va générer des troubles cognitifs avec des troubles de concentration, des troubles de mémoire, et là la personne va avoir peur, elle va s'épuiser et elle va devenir anormalement froide, indifférente, elle va s'isoler émotionnellement pour se protéger, et ça peut aller jusqu'à une dépression avérée, donc suite au burn-out, voire jusqu'au suicide. Le suicide, il est là par, cette accumulation de stress et ce cercle vicieux qui, à un moment, fait que la personne se sent piégée, elle est tellement dévalorisée par rapport à elle-même qu'elle ne voit plus qu'une issue, c'est de partir. On aime bien donner l'image de la bougie qui va faire une grosse flamme pendant un certain moment, très forte, et à un moment, il n'y a plus de mèche et donc la flamme s'éteint d'un coup et on a l'impression que les personnes s'autoconsument de l'intérieur par ce qu'elles sont en train de vivre, que ce soit professionnel, dans leur couple, dans leur vie parentale ou dans leur célibat. Là, on va zoomer sur les vies des célibataires. Donc, alors, tout le monde ne fait pas un burn-out. Pourquoi certaines personnes font un burn-out, voire plusieurs, hein. On peut faire un burn-out professionnel, un burn-out de couple, un burn-out parental, on peut faire un burn-out on peut faire un burn-out professionnel et un burn-out de célibataire. On peut faire plusieurs burn-out professionnels dans sa vie. Donc, pourquoi des personnes comme ça vont cumuler les burn-out et d'autres non? Donc, il y a eu des études qui ont été menées et on s'est aperçu quand même qu'il y avait un profil type qui sortait en fait de ces études. Donc, ce sont des personnes souvent rigoureuses et perfectionnalistes. On va voir que ça concerne essentiellement des personnes plutôt qui ont des valeurs fortes et qui ont un caractère qui peut apparaître de l'extérieur comme étant très fort et solide. Donc, des personnes rigoureuses qui ont un petit peu le syndrome du ou de la bonne élève, qui sont des travailleurs, ou si ce n'est pas un burn-out professionnel, qui sont des personnes qui, par exemple, vont investir énormément
de temps et d'énergie, par exemple, dans leur couple, ils pourront à un moment faire un burn-out de couple, ou dans leur vie parentale, ils font à un moment un burn-out parental, ou dans leur vie de célibataire, à un moment, ils feront un burn-out de célibataire. Donc des personnes assez accros à la situation qui va les amener au burn-out, qui ont des valeurs très fortes personnelles, qui veulent porter, plutôt endurants et qui vont avoir la tendance à réenchérir quand ils sont fatigués, à ne pas s'écouter, donc très investis et très impliqués. Donc ces personnes-là font un burn-out sur l'espace de leur vie qu'ils mettent finalement au centre de leur réalisation personnelle. Donc si c'est le travail, burn-out du travail, si c'est le couple, burn-out de couple, si c'est être parent, burn-out parental, si c'est leur vie sentimentale, burn-out de célibataire. Le fait qu'ils soient endurants fait qu'ils n'écoutent pas vraiment leurs besoins, ils n'écoutent pas vraiment leur corps quand ils sont fatigués. Ils ont la sensation que s'ils lâchent prise, les choses dans lesquelles ils s'investissent ne tourneront plus sans eux. Et leur résistance fait qu'ils vont multiplier les efforts pour dépasser l'échec qu'ils sont en train de vivre. Ils sont très investis donc, dans ce côté rigoureux et perfectionniste. Et vraiment, ils privilégient le parfait, le bien fait. Ce qui va les rendre un petit peu piliers, soit piliers de leur entreprise, soit piliers dans leur couple, soit piliers dans leur sphère professionnelle, je veux dire parentale, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il y a un des deux conjoints qui s'investit vraiment fort dans l'éducation des enfants, par exemple, et l'autre du coup un peu moins. Dans le burn-out des célibataires, ils vont s'investir énormément dans leur vie de célibataire. Donc ce sont des personnes motivées, compétentes et consciencieuses. Finalement, on dit que c'est la maladie des personnes, les bons éléments et des enthousiastes qui aiment. C'est des personnes qui sont vraiment dans une présence forte dans leur vie. Ils sont là et ils aiment ce qu'ils font, ils ont de l'enthousiasme, ils sont leaders et ce sont ceux qu'on nomme les bons éléments. Voilà, donc on peut se demander pourquoi ce genre de personnes finissent par être pris par une spirale infernale jusqu'à en faire éventuellement une dépression, voire à un moment un suicide. Alors, je vais là me zoomer sur le burn-out du célibataire, mais en général, on peut déjà dire que c'est une crise sociétale. La société, en général, c'est une société individualiste qui demande toujours plus à l'individuel. La personne individuelle prend vraiment à cœur son épanouissement personnel et ses compétences et va mettre un point d'honneur à monter tout le temps en compétences pour répondre aux attentes des autres. Une société qui en veut toujours plus. Ce qu'on dit dans les coachings professionnels, c'est que, où avant, une entreprise demandait à son employé au moins de donner 80% de son potentiel et on laissait 20% de marge. Aujourd'hui, les entreprises vous demandent d'abord 100% et l'année d'après 120% et l'année d'après 140 et l'année d'après 160 et l'année d'après 180 et ça ne s'arrête jamais. Donc c'est comme un élastique qu'on tire et ça finit par craquer. Et vous allez voir que ce côté-là, en fait, on est tous pris dans ce moule et on va se le donner à soi-même à cause de cette société qui va rechercher de plus en plus l'épanouissement personnel et on en veut toujours plus de réussite qui va façonner en fait notre façon de voir le monde, de réfléchir, nos désirs, nos élans, nos priorités et qui va nous rendre finalement quasi stériles au niveau du cœur et des émotions et très rigides au niveau de la pensée en termes de qualité, de progression, d'être quelqu'un de bon, de compétent et d'augmenter en potentiel. Donc cette société individualiste aussi qui nous met en crise familiale. On a vu dans les autres audios qu'on est passé de la famille clanique à la famille nucléaire et ensuite à tout un tas d'autres styles de famille. La famille aujourd'hui est excessivement précaire, vulnérable. Il n'y a plus de soutien familial. Ce qui fait que les personnes sont de plus en plus en solitude et pour gérer les événements de vie, doivent de plus en plus les gérer seuls. Il y a un énorme sentiment de non-étayage, de ne pas être soutenu, d'être seul et à un moment on craque. C'est pas humain,
C'est pas humain de ne pas être soutenu, c'est pas humain de ne pas avoir son clan autour de soi pour, en cas de coup dur, nous soutenir. Et la société individualiste et les crises de couple et familiales fait que les personnes, même au sein de leur couple, se sentent de plus en plus seules, ce qui va créer des situations au moment de burn-out. Et puis évidemment, les crises de couple, hein, notre société qui met la valeur couple en état de crise, qui fait que la multiplicité des divorces, des séparations, des échecs amoureux et de couple peuvent faire penser aux personnes qu'elles ont des problèmes, qu'elles ne sont pas assez bien et va les mettre aussi en burn-out sentimental. Alors là, dans cet audio, après avoir vu cette introduction générale, je voulais un petit peu zoomer sur les célibataires. Après avoir vu le burn-out parental, vous dire que le burn-out des célibataires existe de plus en plus, est assez méconnu, et que ça va être la même chose que le burn-out parental, mais à son opposé. J'ai envie de dire, c'est son opposé complémentaire. Et là, on est vraiment dans un syndrome sociétal. Vous allez voir que les causes qui font que les personnes célibataires partent en burn-out sont exactement les mêmes qui manquent en solution pour le burn-out parental. On a l'impression que c'est deux pulses qui ne se rejoignent pas. C'est-à-dire qu'il y aurait des solutions à trouver entre les parents et les célibataires qui pourraient finalement guérir tout le monde, mais ils ne se rencontrent pas. C'est comme s'il y avait dans la société deux couches, les célibataires d'un côté et les parents de l'autre qui ne se rencontrent pas et qui fait qu'à un moment, l'espace communautaire, l'entraide communautaire qui devrait se passer ne se passe pas et qui va faire que tout le monde va partir en burn-out, en épuisement de vie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne célibataire va se retrouver à un moment dans une situation de burn-out de vie? On va appeler ça comme ça, un burn-out de vie, de sa vie de célibataire. Donc, j'ai déjà parlé des célibataires plusieurs fois, que ce soit sur ce podcast en juillet, la numéro 32, le célibat comme guérison à l'amour. J'en ai reparlé aussi au niveau du bonus 3, le numéro 44 dans la société postmoderne. Et donc là, on va regarder la finalité de tout ça, l'épuisement chez les célibataires. Donc j'avais déjà parlé des différents profils de célibataires. Et donc je vais renommer là les différents profils. Il y a les célibataires qui ont un célibat assumé. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément être en couple, qu'ils ne veulent pas forcément avoir d'enfants, et leur vie les satisfait comme ça. Donc eux aussi vont pouvoir faire des burn-out. Il y a les célibataires non assumés. Ce sont des personnes qui ont peut-être jamais été vraiment en couple, ça n'a jamais trop fonctionné, ou peut-être des personnes divorcées, séparées, veufs, qui sont en recherche de compagnons ou de compagnes dans une espèce de courte poursuite, et ça ne fonctionne pas. Donc ils vont cumuler soit les échecs de relations plus ou moins courtes, soit les échecs de rencontres, et à un moment, ce sont donc des célibataires qui sont mal dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de compagnon ou de compagne, et c'est pas assumé. Et ensuite, il y a aussi ce que je peux appeler les célibataires non assumés et subis, c'est-à-dire que là, la personne, elle est soumise, elle ne va plus chercher à changer sa situation, et elle part dans une forme de crise existentielle et de dépression. Donc je précise que je ne parle pas ici des familles monoparentales, je ne parle pas des personnes célibataires qui ont des enfants, ça serait plutôt de l'ordre du burn-out parental, mais je parle bien des personnes célibataires qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants qui maintenant sont casés, j'ai envie de dire, qui sont seuls dans leur vie. Alors évidemment que le burn-out du célibataire va concerner les personnes qui ont des enfants et qui sont célibataires, ils vont s'y retrouver aussi dedans. Mais j'avais aussi envie de zoomer sur cette catégorie de la population dans la société assez particulière. Il y en a quand même de plus en plus aujourd'hui de personnes seules sans enfants. En tout cas, sans enfants en bas âge. Sinon, là, on parlerait de famille monoparentale. Alors là, je vais vous parler des différents types de burn-out que peuvent avoir ces célibataires et je vais un petit peu généraliser sans différencier ces différentes catégories, mais
certaines formes de burn-out se verront pas chez par exemple, les célibataires non assumés. Et on verra plutôt certaines formes de burn-out plus chez les célibataires assumés. Donc là, je vais faire des généralités sur ce qu'on trouve en général au niveau des célibataires, sans différencier les différents types de célibataires. Donc je vais vous parler là de la première forme de burn-out qu'on peut vivre en tant que célibataire, c'est le burn-out sentimental ou émotionnel. Donc ce burn-out qui est un symptôme d'épuisement va pouvoir se retrouver dans l'épuisement émotionnel, lié à une surcharge liée à la vie privée, sentimentale et familiale. Donc le burn-out sentimental, on peut le retrouver au sein du couple, mais on va aussi le retrouver chez le célibataire. Alors dans le couple, ça c'est lié aux autres attentes placées dans le couple et aux déceptions vécues dans la réalité. Donc il va y avoir un surstress dans le couple où on veut répondre aux attentes de l'autre et à nos propres attentes dans ce qu'on croit dans le regard de l'autre que l'autre attend de nous. On veut être une compagne ou un compagnon parfait dans une société qui va mal dans le couple. Donc nous, on veut que ça marche et donc on va s'y investir à fond. Et à un moment, dans cette énergie qui tout d'un coup s'arrête, quand on a consommé notre mèche de notre bougie, ben, il va y avoir un gros sentiment de déception et de désillusion et un mal-être amoureux. On va le retrouver chez les célibataires qui cumulent comme ça des couples les uns après les autres, ou des rencontres sur les sites de rencontres, ou des essais, ça démarre pendant 15 jours, 3 semaines, ça s'arrête, et ça continue comme ça, avec des multiplications d'expériences, où à un moment, le célibataire va s'épuiser dans ses expériences de désillusion, dans ses déceptions, et ne va plus croire au couple. Et il va faire un épuisement sentimental, où il se sera beaucoup investi dans des rencontres, dans des couples qui auront pu durer 1 ou 2 ans, et il va en sortir complètement asséché avec une sensation d'impasse, qu'il ne sait pas être en couple, de perte de confiance en soi, de dévalorisation, et à force d'être investi pour retrouver un compagnon ou une compagne, ben à un moment, il va y avoir le burn-out et il va y avoir donc un effondrement énergétique, émotionnel, et donc va arriver tous les symptômes du burn-out. On va peut-être pas faire le lien entre tous ces symptômes psychosomatiques et les échecs amoureux de la personne, en fait. Souvent, ces crises de couple qui finissent par faire que le couple ne perdure pas, c'est qu'il y a des contradictions permanentes entre les attentes, la réalité et l'usure au quotidien. Il y a quelque chose dans le couple d'aujourd'hui qui voudrait, c'est comme si la société voudrait nous dire, tu dois essayer de créer le top du top du couple. Sinon, ça ne marchera jamais. Donc, tu dois être la compagne parfaite, le compagnon parfait. Comme, encore une fois, cette psychologie positive qui accompagne notre société est très présente partout autour de nous, dans les magazines, dans les livres psychologiques, dans tous les coachings, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans nos discussions entre amis, on a l'impression que ce qu'on est, c'est pas bien par rapport à ce qu'on devrait être. Et quand on redémarre une nouvelle relation, cette fois-ci, on voudrait donner le top de nous-mêmes. Et il va y avoir une contradiction par rapport à qui on est vraiment et la réalité de notre être humain. Et on va aussi avoir tendance à projeter sur l'autre nos attentes du top qu'on aimerait et à ne plus finalement accepter la réalité de ce qu'il est. Et donc, on va arriver dans un moment dans la relation, dans une sensation d'usure. Il y a toujours aussi dans les couples cette épée Damoclès, hein, si ça ne marche pas, si mon couple ne répond pas à l'injonction du bonheur, eh bien, on va se séparer. Et donc, il y a toujours cette sensation qui met en stress dans le couple, c'est il faut que je sois au top, sinon il va me quitter ou elle va me quitter, ça ne va pas marcher. Et on aimerait, il y a tout aussi l'engrenage des réseaux sociaux où on publie des photos, où nos amis publient des photos, et on a l'impression que nos amis sont des couples au top parce qu'ils publient toujours la photo avec les super sourires, les super situations, etc. Certains couples ne vont pas parler de leur crise de couple et de ce qu'ils vivent, ils vont plutôt parler, essayer de montrer ce faux self, ce faux couple, de montrer comment leur couple est bien. Et on peut se retrouver comme ça embarqué avec la sensation que les autres, ça va et pas moi, en fait. Donc forcément, j'ai un problème.
Je ne sais pas faire, je ne sais pas être, je ne sais pas être avec l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ben, consulter, coaching couple, thérapie de couple, thérapie individuelle, dans l'idée toujours de s'améliorer, de penser qu'on a un problème. Alors, le problème, il est à la fois sociétal, mais il est aussi dans le côté que notre société nous a rendus stériles à l'amour. C'est qu'on n'a plus l'intelligence du cœur, on n'a plus l'intelligence de l'amour. Alors oui, il y a un problème, mais pas celui que la personne pense. C'est pas elle qui a un problème. Il y a un problème collectif, il y a un problème sociétal et il y a un problème de cœur. Oui, il y a un problème d'ouverture de cœur et d'intelligence relationnelle et d'aimer ce qui est et d'apprendre à aimer soi et l'autre. Donc, quand on diagnostique un burn-out sentimental, il va falloir faire baisser encore une fois toutes les zones de stress et aller voir toutes les attentes et les projections sur l'autre et sur soi qui sont irréalisables. Prendre conscience de l'illusion d'être unique et comprendre qu'en fait, on est juste un être humain avec ses défauts et ses qualités et commencer à apprendre à s'accepter comme on est et à apprendre à accepter déjà l'autre comme il est avant de pouvoir se tourner vers qu'est-ce que l'amour et l'ouverture du cœur. Donc, il est important dans nos crises de couple de prendre du temps pour soi, de recul, de demander de l'aide, d'exprimer nos sentiments à notre entourage, d'en discuter pour vraiment prendre conscience qu'on n'est pas seul et peut-être relativiser tout ce qu'on se dit, toutes les pressions que l'on se met. Évidemment, on parle avec notre conjoint et essayer de comprendre pourquoi on est en couple ensemble. Est-ce que c'était pour combler des vides? Et là, je vous renvoie sur toutes les audios sur nos scénarios relationnels et toutes les audios sur l'amour et le couple que j'ai fait en amont. Donc, revoir la genèse de la relation et comprendre effectivement comment on démarre nos points de rencontre. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on va chercher un compagnon ou une compagne? D'où ça part? Quelles sont les racines de ce désir pour pouvoir revoir, évaluer et revenir à quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus simple, de l'ordre du vivant, de la vie simple. Alors évidemment, il va y avoir un gros décalage entre ce qu'on va se proposer de vivre et nos attentes illusoires dans lesquelles on s'était mis, qui étaient des espèces de fantasmes nourris par notre société, mais qui sont impossibles à réaliser. Important dans le burn-out de faire une activité physique, il faut relancer l'énergie dans le corps, il faut repartir dans la réalité de la vie, dans l'essence même de la vie. Sortir de cette boucle infernale qui est liée à ce qu'on se dit, et à ce qu'on attend et ce qu'on espère, et revenir dans la réalité de la vie. Alors, pour ce style de personnes, ils vont aussi à un moment dans ce burn-out sentimental, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent beaucoup d'investissement à rechercher un compagnon ou une compagne. Ils sont très investis là-dedans, c'est le centre de leur vie. Et donc évidemment, ils vont aller sur les applications des rencontres et ils vont y passer beaucoup de temps, voire une partie des nuits. Ils vont parler de tout ça à leur entourage. J'ai rencontré un nouvel homme, une nouvelle femme. Il va y avoir, à un moment, le burn-out va venir des applications parce que l'investissement, le manque de sommeil et toute la partie illusoire que nous met, dans laquelle nous met Internet, des photos, des fausses photos, des messages bien faits de drague qui nous font la sensation d'être qu'on plaît à quelqu'un, qu'on est aimé et que ça pourrait être le bon et tout d'un coup, ça va créer en nous comme une hypnose, une illusion de réalité dans laquelle on s'embarque avec cette fois-ci beaucoup d'espérance que ça pourrait marcher cette fois-ci. Éventuellement une rencontre, soit là c'est le choc, non c'était pas celui que j'attendais, je croyais qu'il était comme ça mais quand je l'ai rencontré au restaurant c'était pas lui, soit ça peut fonctionner à la rencontre et ensuite il va y avoir la réalité qui va revenir et la personne n'était pas celle qu'on attendait avec l'impression illusoire qu'en repartant faire ses courses sur Internet, on pourrait enfin trouver quelqu'un qui irait mieux. Donc on est aussi dans cette société de consommation où quand ça ne va pas, je jette et je vais racheter autre chose. Donc la société nous propose de toute façon toujours de la technologie toujours meilleure que la précédente. Donc quand j'ai un ordinateur, un téléphone portable, une technologie, n'importe laquelle, un frigo, que je mets à la poubelle, je m'attends toujours
quand je vais acheter un nouvel objet, qu'il soit mieux que le précédent. Une nouvelle technologie est arrivée. Et ça peut créer comme ça aussi cette illusion que si je jette cet homme ou cette femme qui ne me convient pas, peut-être que le prochain sera mieux. Peut-être que je vais changer d'application, peut-être que je vais faire différemment. Mais il faut que je trouve cette personne qui est mieux que la précédente. Et donc la personne qui est très investie sur les sites de rencontres, eh bien, va osciller entre espoir et ras-le-bol des applications des rencontres. Et puis certaines personnes, des fois, désinstallent et puis réinstallent, font une pause et recommencent. Et il va y avoir comme ça de l'investissement, une illusion de réalité. Éventuellement, on ne mange plus trop, on dort plus trop. Et on va au travail, on fait ses loisirs, mais on s'investit par le téléphone, on reçoit des messages dès qu'on veut, on se reconnecte. Et donc, il va y avoir une forme de dépendance aux messages des autres. Donc, finalement, une sortie de soi. On n'est plus tourné vers soi, vers ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, vers notre être réel, mais vers ce que le téléphone va nous apporter comme petit bonbon de douceur qui va combler mon manque affectif. Et à un moment, eh ben, ça va consommer énormément d'énergie mentale, d'énergie affective, d'énergie dans notre corps, de temps, de concentration, de discussion avec nos amis. On peut aussi avoir des amis qui nous voient moins parce que ce genre de discussions sont un petit peu agaçantes à la fin. Moi, j'ai des clientes, essentiellement des femmes, pour moi, hein, qui consultent en thérapie que pour ça, que pour nous raconter les espérances et les désillusions qu'elles ont dans ces sites de rencontres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles investissent de l'argent aussi et une psy pour les aider à éponger la désillusion dans laquelle leur met ces sites de rencontres. Vous voyez, il y a un énorme investissement. Même, elle va payer jusqu'à une psy pour à chaque séance raconter le nouvel homme qu'elle a rencontré, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui ne va pas en elle. Et voilà. Donc, et à un moment, la mèche va être consommée et il va y avoir l'énergie qui va chuter et une désillusion. On n'y croit plus. Et comme on a beaucoup cru qu'on allait rencontrer cet homme sur le site de rencontre ou cette femme, eh bien, il y a une sensation que c'est fini. En fait, on ne rencontrera jamais personne. On est complètement déconnecté de la réalité de la vie, de juste la réalité que les hommes et les femmes sont partout dans la vie, mais peut-être qu'ils sont sur leur téléphone, peut-être qu'ils sont eux-mêmes sur des sites de rencontre et qu'ils ne me voient pas. Donc, il y a vraiment un problème sociétal. Comment on fait, hommes et femmes, pour se rencontrer dans la rue, dans les supermarchés, dans les fêtes, en bord de mer, au travail, entre voisins, enfin, toute cette société qui est là, cette société individualiste, fait qu'on se rencontre sans se voir. Donc, il va falloir réapprendre à rencontrer les personnes dans la rue, dans le réel, dans le vivant, et surtout à baisser cette spirale dans laquelle on s'est mis d'attente, en ayant coché des croix, je le veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme si on est allé, on avait fait notre course au drive. Il va falloir faire repartir les personnes dans l'acceptation de l'être humain comme il est. La rencontre, elle va être dans le cœur, elle va taper dans le cœur et la personne ne sera pas du tout le type qu'on s'était mis d'attente dans notre psyché, en fait. Ça sera autre chose. La vie va nous proposer quelque chose qui est compatible avec nous dans notre domaine affectif, amoureux, sexuel, relationnel et pas par rapport aux attentes dans lesquelles on s'était enfermé dans une bulle stérile dans notre mental, qui nous mettait dans une illusion de réalité et qui obligeait l'autre à répondre à des critères qui étaient impossibles pour lui à être. Alors ça va nous amener à une burn-out qui découle de cela, qu'on appelle le betterment burn-out. Donc ce sont les personnes qui recherchent l'âme sœur et qui, dans cette quête d'âme sœur, vont se mettre dans un burn-out. Alors je vous explique qu'est-ce que c'est. Donc là, ce sont les célibataires qui sont prêts à sortir de leur zone de confort et à revoir tous leurs critères pour trouver l'amour. Là, ils vont s'y donner à fond, eux. Donc, ils sont prêts à faire tous les efforts nécessaires pour trouver chaussures à leurs pieds, mais ça va faire l'effet inverse. Donc, ils vont beaucoup investir pour s'améliorer, se perfectionner, trouver l'amour et former un couple solide. Donc, ce sont des personnes qui ne rentrent pas dans les valeurs de la société actuelle, dans ces couples qui se défont et qui se font. Ce sont des personnes qui veulent vraiment rencontrer l'âme sœur pour
vraiment vivre un couple solide. Donc, ils vont investir leur argent dans du coaching amoureux, coaching sexuel, coaching sentimental. Ils vont faire des formations, ils vont vraiment tenter de s'améliorer, ils vont faire de la thérapie personnelle pour comprendre quel type finalement de personne il devrait être pour trouver cette âme sœur, pour que cette âme sœur s'intéresse à elle. Et donc on va voir qu'ils vont avoir donc toujours des attentes irréalisables à l'égard de leur partenaire, mais aussi à l'égard d'eux-mêmes. C'est comme s'ils voulaient tout le temps se sculpter pour être le meilleur, on dit la plus belle, la meilleure façon d'être soi-même, la plus belle expression de soi, sans du tout écouter cette partie féminine hein, qui est l'accueil, la compassion, la douceur, la tendresse, le lâcher-prise et l'ouverture du cœur. Donc ils sont très influencés par les personnalités virtuelles qui sont idéalisées comme certaines célébrités, par les réseaux sociaux et ils sont tout le temps en recherche de poursuivre un incessant moi parfait. Qui va faire arriver à l'inverse, il va y avoir un moment un épuisement et une dévalorisation de soi. J'y arrive pas, donc je suis une merde. Donc là, il va y avoir aussi tout un travail d'accueil de ce qui est, de compréhension de ce qui s'est passé et de retour dans la vraie vie. Et un travail vers l'ouverture du cœur, des guérisons du cœur et l'ouverture du cœur. On est vraiment dans l'énergie de juillet et dans tout ce que propose cette deuxième partie du conte, dans la solitude, il va falloir se guérir pour accepter ce qui est et arrêter d'utiliser l'être humain comme un objet de compensation à ses manques et arrêter de s'utiliser soi-même, de se maltraiter pour vouloir être le compagnon ou la compagne parfaite pour répondre aux attentes de l'autre. En fait, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que c'est que la rencontre? Qu'est-ce que c'est que l'harmonisation? Qu'est-ce que c'est que l'authenticité? Qu'est-ce que c'est que nos forces et nos vulnérabilités? C'est tout ce qu'on étudie dans cette roue chamanique et c'est tout ce qu'on va travailler avec ces personnes-là pour que les nouvelles rencontres soient plus abordées comme une aventure de rencontre qui pourrait devenir passionnante plutôt que comme une espèce de puzzle qui devrait s'emboîter et de modelage en permanence pour répondre à ses propres exigences et à ceux de l'autre. Alors, il y a un autre burn-out au niveau des célibataires, c'est le burn-out familial. Du coup, quelle est la raison du célibat des personnes? À un moment, il faudra se poser la question, est-ce que le célibat... Vous vous souvenez, je vous avais dit dans l'audio sur le célibataire, est-ce que le célibat, c'est un trajet qui va être là pendant plusieurs années et qu'il va falloir assumer, accepter et l'utiliser comme une force de guérison plutôt que comme une sensation d'échec? Est-ce que c'est dû à un décalage dans la réalité et tout ce que je viens de nommer et une perte d'humanité? Est-ce que c'est dû à des problèmes de phobie sexuelle, tout un tas de choses qu'on peut écouter. Et là, je voudrais vous parler du symptôme familial. Certains célibataires sont des symptômes familiales, c'est-à-dire qu'on appelle ça, dans le transgénérationnel, l'enfant symptôme. C'est un petit peu complexe, je vais essayer de vous l'expliquer. Dans l'inconscient familial, il y a des problématiques à résoudre et des fois plusieurs problématiques à résoudre que l'on hérite de nos ancêtres. Et ça, c'est toute la psychogénéalogie, hein, je vous parle là de la psychogénéalogie, où on appelle ça aussi le transgénérationnel. C'est toute une étude de la psychologie des familles et de comment les choses se transmettent dans l'inconscient familial et dont on est porteur. On observe en psychogénéalogie que l'organisation des familles va inconsciemment désigner quelqu'un comme étant l'enfant symptôme, celui qui a les symptômes des problèmes familiales, et voir, il peut y avoir plusieurs enfants symptômes, voire il n'y en a qu'un qui va prendre tous les symptômes familiales, et c'est un petit peu la victime expiatoire qui dit « je prends tous, vivez donc heureux, et moi je vais me débrouiller avec toute cette merde à gérer ». Et on va retrouver donc ces personnes ayant des maladies graves, des fragilités. On peut retrouver des
au niveau génétique, des fragilités aussi génétiques, psychologiques, émotionnelles, et avec souvent, c'est comme si en créant la fin d'un linéage, c'est-à-dire en n'ayant pas d'enfants, c'est comme si dans l'inconscient, ils tiraient les symptômes de la famille à eux, et eux, ils disaient, je vais mourir avec tous les symptômes, comme ça, la famille va pouvoir continuer à vivre sans les symptômes. C'est un petit peu quelque chose comme ça. C'est plus complexe, mais c'est très imagé ce que je vous dis. Donc, il y a des célibataires qui sont des enfants symptômes, des syndromes familiaux. Alors, ce sont des personnes qui vont être très investies dans leur famille. Mais rejetées de leur famille. Et ça, inconsciemment, inconsciemment. Donc, ce sont des célibataires qui vont avoir besoin d'être en lien avec leur famille pour se sentir en vie, s'investir avec leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs neveux et nièces. Ils ne vont pas être en couple, ils ne vont pas avoir d'enfants, ça va surenchérir leur souffrance sentimentale, émotionnelle, et surenchérir leur besoin de lien avec leur famille pour se sentir en vie. Donc, ils vont avoir besoin de liens avec leurs neveux et nièces, de liens avec leurs frères et sœurs, et de liens avec leurs parents. Donc, il y a deux réponses possibles de la famille. Soit la famille fait corps autour d'eux, mais là, c'est parce qu'il y a un symptôme grave, comme une maladie, et la famille va comme soutenir la personne qui est malade, parce qu'elle a un symptôme familial, et donc on appelle ça la cohésion, ça crée une forme de cohésion familiale autour du symptôme familial. Et ça peut guérir la famille. C'est comme si la famille disait, ok, on va s'occuper du symptôme à travers toi, on s'occupe tous du symptôme qui nous concerne tous finalement, mais c'est toi qui l'as pris, et nous on s'occupe de toi parce qu'on te le vaut bien, et la personne qui est l'enfant symptôme, elle a besoin de cette affection familiale, et donc il y a un équilibre qui va se trouver comme ça avec des familles très fusionnelles, très investies. Soit la famille va rejeter l'enfant symptôme, et il va y avoir une distanciation des liens qui vont se faire, qui vont être très très mal vécus par la personne qui est l'enfant symptôme familial, puisqu'elle a besoin de sa famille, elle va être rejetée. Ça peut être consciemment, c'est-à-dire des problèmes relationnels forts, ou inconsciemment, c'est-à-dire des situations des liens familiaux qui se délitent petit à petit. Qu'est-ce qui va se passer pour la personne célibataire? Eh bien, elle va accumuler des drames relationnels avec ses parents, ses frères et sœurs, éventuellement ses neveux et nièces, puisqu'il faut qu'elle soit exclue du clan, qu'elle soit rejetée. Elle va se retrouver exclue du clan avec le symptôme familial, et elle va vivre là quelque chose d'excessivement violent dans sa psyché, dans sa vie, qui peut l'amener jusqu'au suicide, qui peut l'amener dans certaines maladies. Alors, deux réactions possibles, soit la personne va partir en maladie, en dépression et en suicide, soit la personne va vouloir, si elle est forte, si elle a ce profil dont on a parlé en début d'audio, elle va réagir, elle va surinvestir sa vie, elle va aller chercher en elle ce qui se passe, pourquoi elle vit cette situation familiale, et elle va s'intéresser à la psychogénéalogie, au transgénérationnel, à faire beaucoup de thérapie sur elle, et quelque part, elle va vouloir, à travers sa guérison elle-même, vouloir guérir sa famille et sauver sa famille, parce qu'elle va voir qu'effectivement, elle est dans une famille dysfonctionnelle. Elle va, en travaillant sur elle, tomber sur des secrets de famille qui vont s'avérer. Elle va vouloir en parler à ses proches et va être de nouveau rejetée et exclue. Il va y avoir des symptômes familiaux qui vont arriver chez les générations qui suivent, et cette personne va prendre à cœur le fait de vouloir encore plus fouiller l'inconscient familial pour donner des réponses aussi aux jeunes générations. Et elle va beaucoup s'investir sans jamais avoir de réponse favorable de la famille. C'est-à-dire que la famille ne va pas reconnaître ce qu'elle fait, ne va pas l'en aimer plus, et peut-être va plutôt, elle ne va plus exister dans la psyché familiale, elle est abandonnée, on ne pense plus à elle, on ne prend pas de ses nouvelles, et elle va petit à petit, continuer à beaucoup s'investir pour se disant, si je continue à travailler sur l'inconscient collectif familial, je vais réparer et je vais retrouver des liens, et ça ne se passera pas, ça ne se passera pas. Donc, cette célibataire va faire un burn-out familial finalement. En plus, donc le fait qu'elle n'ait pas d'enfant et qu'elle est seule, elle n'est pas considérée par sa famille comme étant un foyer. Donc, la famille va s'organiser
autour des petits-enfants, autour des couples. Les fêtes de famille s'organisent autour des petits-enfants et elle va être délaissée par tout le monde. Les frères et sœurs peuvent des fois partir en vacances pour que les cousins et les cousines soient ensemble et elle ne sera jamais invitée, etc., etc. C'est une personne qui n'aura plus envie d'aller dans toutes les fêtes familiales, qui va avoir la difficulté à aller aux fêtes de Noël, à Pâques, au mariage, aux cousinades, parce que elle aura toujours ce regard porté sur elle, mais de la pauvre célibataire qui va pas bien dans la famille. Et elle devra supporter à toutes les rencontres familiales du « mais alors, tu es toujours seule, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu deviens ?» Et elle va, à un moment, sa zone de stress, ça va être sa famille, puisqu'elle a investi énormément de temps, d'argent aussi, parce qu'elle a payé beaucoup de thérapie, tout ça, pour être en lien avec eux. Et comme le lien ne fonctionne plus, à un moment, les liens familiaux qui sont, d'autre part, pas très respectueux pour elle, pas très attentifs, pas très au niveau de ce qu'elle investit, vont être de qualité très médiocre pour elle, voire désintéressé, voire maltraitant, avec vraiment de la maltraitance familiale sur la personne, de certains membres. Et donc, on va être dans une spirale toxique, sauveteur, victime, persécuteur, qui va tourner dans la famille et elle va être au centre de cette spirale. Donc, elle va vivre donc l'échec de ses relations familiales et tout ce qui est en lien avec la famille va la stresser, que ce soit les anniversaires de ses neveux et nièces, les anniversaires de ses proches, les fêtes des pères, les fêtes des mères, les Noëls, bien sûr, les événements comme les mariages, les fiançailles, les fêtes, les 40 ans de l'un. Ça va être des événements qui vont l'hyper-stresser. Son propre anniversaire va la stresser. Elle va vivre sa vie familiale comme un échec et sa vie sentimentale aussi, puisque soit elle s'est investie là-dedans et elle ne s'est pas investie dans un couple, soit elle a essayé aussi d'être en couple, mais il y a eu des échecs dans le couple, puisque l'inconscient familial lui demandait de mourir sans enfant, quelque part, avec l'interdit d'avoir des enfants. Alors, comment on se sort de ça ? De mon point de vue, on est dans quelque chose de complexe. Et moi, dans ces cas-là, ce qui permet, le travail qui permet en tout cas de lever la pression, c'est tout le travail vibratoire et énergétique sur tous les systèmes ancestraux et familiaux, où il y a effectivement une grosse pression dans l'inconscient familial de la personne, qui a la place du mort en fait. Quoi qu'elle fasse, la famille va lui demander de mourir. Et donc il y a un gros travail avant de faire la psychogénéalogie. Alors à un moment, les personnes démarrent par la psychogénéalogie, mais à un moment, il va falloir travailler ça au niveau vibratoire énergétique. Et c'est vraiment un travail spirituel de confrontation aussi aux ancêtres, aux âmes, à tout l'inconscient familial. Il va falloir plonger dedans et aller voir travailler sa place. Et vraiment, on va retrouver comme une magie noire familiale sur la personne. Donc il va falloir traiter avec des techniques plus énergétiques et vibratoires aussi. Et c'est très long et assez violent à vivre. Et en soins, parce qu'il y a un décalage entre l'inconscient familial, puisqu'il y a ces inconscients, et la réalité où la famille dira « mais non, non, nous ça va bien avec toi, il ne se passe pas grand-chose, c'est toi qui n'est pas bien avec nous ». En fait, on va retrouver en soins une dynamique familiale vibratoire énergétique de type magie noire et injonction sur la personne très violente. Donc, il va falloir aller regarder ça, burn-out familial, le nommer, voir toutes les zones de pression, accompagner la personne à lâcher, à ne plus vouloir être en lien avec sa famille, à accepter de ne pas voir ses neveux et nièces grandir, de ne plus être en lien lors des anniversaires, d'être la mauvaise tatie ou le mauvais tonton. Et il va y avoir des déchirures de cœur. La personne va avoir l'impression que finalement, elle va être ce que la famille lui demandait d'être, la personne pas valable affectivement, et il va falloir accompagner cette personne dans un deuil affectif avec ses proches, sa famille, l'acceptation totale de son célibat sans vouloir sauver quoi que ce soit dans les liens relationnels avec sa famille, traiter le symptôme familial au niveau vibratoire énergétique et accompagner cette personne à reconstruire sa vie dans un nouveau foyer qui sera plus en lien avec ce qu'elle est en dehors de sa famille, mais c'est long.
et c'est pas évident parce que cette maltraitance familiale aura eu des gros impacts sur sa psyché, sa façon d'être en lien dans l'amour et dans le couple, mais il y a de la résilience qui est possible, et c'est un travail, mais il faut pouvoir le nommer. Il faut pouvoir nommer burn-out familial. Il faut pouvoir le nommer, ça. Voilà. Et avoir les bons outils et les bons processus thérapeutiques pour aller travailler ça. Voilà, parce que c'est des personnes qu'on va retrouver sous anxiolytiques, antidépresseurs, la société propose ça, et ça ne résout rien en fait. Alors, on va retrouver aussi une autre forme de burn-out, c'est le burn-out sociétal. On en a déjà parlé dans les autres types de burn-out, c'est en filigrane sur tout ça. Notre société individualiste pousse les gens et de plus en plus célibataires, en solitude dans leur affection, dans la façon d'être en lien, dans l'amour, dans des liens illusoires. Et donc, il y a certains célibataires qui ne supportent plus d'être en société, parce que ça les pousse dans leur mal-être, et ils ne supportent plus la façon dont les gens parlent de leurs liens relationnels, de l'amour, de la sexualité, toutes ces injonctions à avoir une sexualité épanouie, ces pubs sexuelles, les films porno, tout le mouvement des féministes, la théorie du genre, tout ce que la société aujourd'hui, finalement, toute cette mouvance sociétale, la société de consommation, toute cette mouvance sociétale fait qu'à un moment, le célibataire ne se retrouvera pas dans cette société qui, de son point de vue, est inintelligente à l'amour et aux liens relationnels, ayant vécu des échecs relationnels de couple ou familiaux, et ben, il va s'enfermer dans sa bulle, il va prendre du recul, il va observer cette société. Alors il va pouvoir s'investir peut-être dans des associations, dans un métier. Il va réorienter son énergie peut-être au niveau professionnel, et on va retrouver des personnes qui vont réorganiser leur vie et leurs symptômes de célibataire et de souffrance de célibataire au niveau professionnel. Donc, ils vont peut-être partir dans des thérapies du bien-être, de la thérapie, dans du coaching, dans de l'art quelconque pour dénoncer tout ça. Ils vont s'y investir énormément, là aussi. On va peut-être à un moment retrouver aussi un burn-out professionnel, peut-être à un moment. Et la personne, elle va avoir de plus en plus un sentiment d'insécurité dans la société. Elle ne va plus se sentir en sécurité avec les banques. Elle voit en fait dans cette bulle, cette attitude de recul qu'elle a, et dans cette un peu de bulle de protection, tout d'un coup elle prend conscience des choses et elle va se sentir en insécurité. Dans son isolement social, et là je parle peut-être plus des femmes que les hommes, mais peut-être que les hommes vivront aussi la même chose sur d'autres aspects, tout va devenir le moins de soucis va devenir un risque potentiel, et donc un sentiment d'insécurité. Je m'explique, une femme qui a une chasse d'eau qui coule, si elle ne sait pas réparer la chasse d'eau, elle ne sait pas vers qui se tourner. Une femme célibataire, il faut savoir que dans cette société, la nôtre, une femme célibataire va avoir des propositions sexuelles régulièrement de ses voisins, des personnes, des artisans qui viennent chez elle, des personnes qui viennent l'aider, donc par exemple un plombier qui vient l'aider pour réparer une fuite d'eau. Moi, dans ma vie perso, j'ai vécu ça avec un policier. J'avais eu un cambriolage, donc j'étais pas bien du tout, j'étais célibataire et pas bien du tout. Et le lendemain, j'ai vu un SMS d'un des policiers qui était venu constater le cambriolage, très sympathique, en me disant que si j'avais besoin d'aide, on pouvait se rencontrer. Il était là. Évidemment, ça pose question qu'un policier contacte une femme célibataire en situation de vulnérabilité de manière privée. Donc soit c'était la rencontre incroyable, mais en fait automatiquement quand on est célibataire et seul, on se dit c'est quoi ce truc, je suis tombée sur un policier tordu, et c'est non quoi. Et tout va devenir comme ça, source d'insécurité. Pourquoi? Parce que la société aussi cette société de consommation crée l'opportunité. Une femme célibataire qui est en état de vulnérabilité peut être une opportunité pour un homme pour se faire plaisir. Alors, on a des exemples de femmes qui
ont eu des tentatives de viol chez elles, avec des personnes dont elles avaient fait appel pour les aider. Mais sans aller là, il y aura souvent des tentatives de contact et pour aller vers une demande sexuelle qui va mettre que certaines femmes vont se sentir en insécurité dans le matériel, à qui faire appel, à qui appeler. Et puis l'insécurité aussi, elle va être financière, c'est-à-dire que pour le moindre souci, elle va avoir du mal à demander à son voisin d'à côté parce que peut-être qu'elle le sollicite beaucoup, celui qui est respectueux et qui est prêt à l'aider. Et dès qu'elle a un souci, elle va le solliciter, elle a peur de le déranger. D'un autre côté, il faut qu'elle ait mis des sous de côté pour pouvoir faire appel à un plombier respectueux, mais ça vaut cher. Et donc, comme ça, il va y avoir une montée de stress, fait partie du stress qui va s'accumuler. C'est le moins de soucis qu'il y a dans la maison, dans l'appartement, sur la voiture, à qui faire appel sans être en danger. Parce que le souci va cumuler avec le risque de danger. Le danger de se faire arnaquer par le garagiste quand on a juste un problème de voiture. Et comme ça, va se jouer en permanence à qui je demande. Est-ce que je demande à des voisins, des amis, mais est-ce que je les sollicite pas trop? Est-ce que je suis pas... Parce qu'il faut se rappeler que la personne qui est en burn-out, elle est perfectionniste. Elle va voir vraiment faire attention à respecter les gens et à pas trop les déranger. Donc, elle va essayer de multiplier comme ça autour d'elle un réseau d'aide gratuit, mais avoir l'impression en permanence qu'elle dérange les gens, ce qui va se ressentir. Les gens vont avoir l'impression qu'ils sont contactés que quand elle a besoin d'aide. Et il va y avoir une crise sociétale. En fait, la personne va de plus en plus se retrouver en insécurité, piégée dans sa bulle. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans ce burn-out sociétal? On peut avoir des femmes ou des hommes forts qui assument leur célibat et qui vont vouloir assumer leur célibat, donc se perfectionner, gérer la plomberie, les travaux, faire les travaux eux-mêmes, apprendre. Ils vont se retrouver à faire des choses tout seuls. Évidemment, le burn-out, c'est un manque de soutien. Et donc, ça va concerner ces personnes qui ont un manque d'étayage, soit familial, soit amical. On va en parler là tout de suite. Soit qui va faire appel à des professionnels qui ne sont pas respectueux, comme des maçons qui viennent et qui du jour au lendemain quittent le chantier, et une femme seule, qu'est-ce qu'elle fait devant des hommes qui sont partis et qui ne reviendront jamais, qui ne répondront pas à ces messages? Ça peut être aussi de la malveillance de voisinage, où une femme seule, elle a du mal à se faire respecter par rapport à un couple avec un gars un peu musclé qui, avec sa grosse voix, va se faire respecter. Et donc, on va retrouver comme ça une crise sociétale où il y a certaines personnes qui disent puisque c'est ça, je vais gérer. Je vais apprendre moi à faire mes travaux, je vais apprendre à me faire respecter, je vais faire des réunions dans mon quartier pour montrer que je suis là et dire moi je veux être respectée, comment on fait? Je vais solliciter la gendarmerie, je vais solliciter la police pour me faire respecter. Je vais me battre avec ce garagiste qui m'a fait payer une facture qui n'allait pas, je vais me battre avec ce maçon qui ne me respecte pas et qui est parti avec mon argent. Et elle va dépenser énormément de temps, d'énergie et d'investissement à essayer d'être la célibataire parfaite, qui ne se fait pas marcher sur les pieds, qui est respectée, qui est vue, dont on a intérêt à écouter, qui est agréable à entendre, parce que il va y avoir quelque chose qui va se passer dans la société, c'est que petit à petit, eh bien, les couples ont tendance à s'inviter entre couples, à partir en vacances entre couples. Ils ont tendance aussi, les couples qui ont des enfants ont tendance à s'inviter entre couples avec des enfants et à partir en vacances entre couples avec des enfants. Et petit à petit, les célibataires vont vivre comme une forme de désintéressement de leur personne, de leur présence. On ne les invite pas, ni en vacances, ni pour un repas. Et donc, les célibataires vont avoir tendance à se retrouver avec une communauté de célibataires. C'est-à-dire que leurs amis, quand leurs amis sont en couple, ils se désinvestissent du lien affectif et amical parce que la personne est célibataire. Donc, il y a des prises de distance qui vont se faire. Et donc, il va y avoir une distanciation aussi amicale avec la sensation que la célibataire ne peut pas non plus n'a pas la qualité suffisante pour être en amitié avec des personnes,
ou si elle va en vacances chez ses amis, ben, les amis vont profiter qu'elle est là, qu'elle soit célibataire, pour lui demander de garder les enfants, et eux, ils vont en amoureux au restaurant, ou ils vont en amoureux faire une journée de ski, etc., etc. Donc, il va se passer pour la célibataire ou le célibataire un phénomène où il va se sentir exclu, et donc il va avoir tendance à essayer toujours de se retrouver qu'entre célibataires. Et là, il va y avoir petit à petit une distanciation de lien avec les enfants. Or, les enfants, ce sont eux qui sont porteurs de la vie, du sens de la vie. Et donc, éventuellement, ben, ils ont peut-être des liens avec leurs neveux et nièces, ils ne sont pas des symptômes familiales et ils vont s'investir dans le rôle de tonton-tati. Et ça sera des tontons et des tatis de très grande qualité et important pour les neveux et nièces. Soit il y a aussi le phénomène de la migration dans notre société, c'est-à-dire qu'il y a eu, ben, les frères et sœurs ont été mutés régulièrement, et donc il y a une distanciation des liens familiaux où on pouvait être dans une même ville, et puis à un moment, il y a eu une mutation, et du coup, les frères et sœurs sont partis un peu, soit aux quatre bouts du monde, soit aux quatre bouts de la France, et parce que pour le célibataire, les liens familiaux sont importants, il va investir beaucoup de temps pour traverser la France, aller voir ses neveux et nièces pendant ses congés, ses vacances, etc. Mais ça ne lui sera pas forcément rendu. C'est-à-dire que s'il ne fait pas l'effort de poser des vacances pour aller voir ses neveux et nièces, ses frères et sœurs ne vont pas venir chez lui en vacances pour le voir, lui. Donc, petit à petit, le célibataire va se retrouver isolé, en lien qu'avec des personnes célibataires, sans enfants. Et il va y avoir donc une détresse qui va se faire au niveau affectif, au niveau du lien à l'enfant aussi. Pourquoi? Parce que soit le célibataire aurait voulu avoir des enfants et à un moment, il va avoir une quête comme ça de trouver un compagnon, une compagne pour avoir des enfants, et à un moment n'en aura pas, il va devoir faire son deuil. Et pour lui, ça sera insupportable de voir les enfants des autres, ou d'entendre que telle copine est enceinte, ou que sa sœur s'est mariée et est enceinte. Ça va être très difficile à vivre émotionnellement. Et cette distanciation qui va se mettre entre le célibataire et l'enfant, c'est une coupure de vie qui correspond vraiment à l'énergie de juin et juillet. Parce que les enfants sont la vie, ce sont les générations qui suivent, et il y a du sens en fait à être en lien avec eux et à faire corps avec eux dans cette espèce de famille clanique où d'un côté il y a les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde a une place importante, et à un moment dans cette société individualiste, cette crise familiale fait qu'il n'y a plus de sens à être tonton et tati, qu'il y a plus de sens de contacter son tonton et tati pour demander de l'aide ou demander des conseils ou demander un coup de main. Il va y avoir une véritable crise familiale et sociétale et le célibataire va vraiment, à un moment, vivre des émotions excessivement violentes de type rupture de lien aux enfants. Il ne va plus supporter d'être en lien avec des amis célibataires qui, d'autre part, tournent, parce que certains sont en couple et ne sont plus intéressés par ce groupe d'amis. Donc, dans une labilité relationnelle, ne va plus être intéressé. Va vouloir, parce que souvent, on a vu que ces profils, ce sont des personnes qui ont une éthique personnelle forte, va vouloir se réjouir du bonheur des autres et en se disant « c'est pas grave, je vais travailler sur moi, moi j'assume », va éventuellement vouloir inviter. Donc, je vais inviter mes amis en couple, je vais inviter mes frères et mes sœurs et mes neveux et nièces chez moi, va devoir gérer les invitations tout seul dans sa maison, sans qu'elles ne lui seront rendues. Il y aura, dans le donner-recevoir, ça ne fonctionne pas. Et à un moment, cet état de choc, de constat, de la désillusion, qu'en fait, il n'existe pas, n'a pas de statut, il n'existe pas dans la société, dans le clan familial. Il va y avoir donc ce burn-out qui va arriver, un effondrement de choc de réalité. Alors, comme il réagit bien, il va se dire qu'à cela ne tienne, je vais me faire une belle vie moi tout seul, puisque les autres ne veulent pas de moi, le lien relationnel ne fonctionne pas. Et donc, il va partir en vacances tout seul, il va aller au restaurant tout seul, se faire du cinéma tout seul, faire son sport, réagir, se dire donc faire de la thérapie sur lui, je vais m'en sortir tout seul. Et jusqu'au moment où là aussi ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est de la réaction de survie. Et il va arriver au burn-out. Alors,
qu'est-ce qu'on voit, comment on voit le burn-out chez les célibataires? Souvent, les burn-out arrivent lors des grands âges des crises de vie. Donc, vous savez, la première crise de vie, souvent, c'est l'adolescence. On dit, puis ensuite, il y a la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Donc, ça dépend aussi si c'est un célibataire qui est divorcé. Voilà, par exemple, il peut y avoir des crises de la soixantaine assez fortes avec la mise à la retraite, plus un divorce qui s'est fait il n'y a pas longtemps et une situation tout d'un coup de solitude avec une recherche effrénée de compagnon-compagne ou pas. Des veuvages, avec, on l'avait vu, une incompréhension des codes de communication entre des personnes qui ont été en couple longtemps et qui se retrouvent célibataires et qui du jour au lendemain ne comprennent pas les codes de communication de la société actuelle et vont se retrouver isolés. Il peut y avoir des crises à la trentaine de célibataires qui ne trouvent pas de compagnon, de compagne et où tous leurs amis, frères et sœurs, cousins, cousines sont en couple. Il peut y avoir des burn-out à la quarantaine avec le questionnement « je n'ai pas eu d'enfant, je n'en aurai pas ou j'aimerais en avoir vite vite ». Avec le questionnement « est-ce que je vais être mère ou père célibataire? Est-ce que j'adopte un enfant ?» On est vraiment sur des choses qui secouent fort, hein. C'est du haut niveau de détresse en fait. Les personnes sont en détresse sur tous leurs plans. Alors elles vont peut-être se surinvestir au travail. Éventuellement, si le célibat est assumé, parce qu'elles ne font pas tous un burn-out, hein, les célibataires, eh bien on va les retrouver très investis au travail avec des qualités professionnelles très fortes et éventuellement le risque un jour de faire un burn-out au travail pour les mêmes raisons. Quels sont les signes? Eh bien, les signes, c'est que la personne célibataire, petit à petit, va être très fatiguée quand il va s'agir de sa vie privée. Sa vie professionnelle, ça va, mais sa vie privée, elle va être très fatiguée. Dès qu'elle est chez elle seule, elle va être angoissée. Elle va être désinvestie de tout ce qui est de prendre soin d'elle-même, faire les courses, faire le ménage, faire le repas pour elle et que pour elle. Organiser ses vacances, à quoi bon puisque je suis toute seule. S'organiser un petit Noël entre elle ou entre ses amis célibataires, faire des fêtes, un moment tout ça va être trop dur pour elle parce que c'est toujours générateur de stress et elle va lâcher tout ça et elle va partir en effondrement. Et là, elle va vraiment pas être bien. C'est là où il y a des risques suicidaires forts. Elle ne va plus supporter le lien avec sa famille, avec ses neveux et nièces. Elle ne va plus supporter les grands événements familiaux. Elle ne va plus supporter les mariages. Et elle va vraiment être dans une situation, elle ne va plus supporter le bonheur de ses amis et elle va être dans une situation, dans une immense détresse de solitude. Avec une sensation que toute sa vie est une impasse. Et une sensation que... elle n'a aucune intelligence relationnelle, aucune intelligence affective, aucune intelligence sexuelle. Alors, certaines célibataires vont cumuler au contraire les plaisirs sexuels et s'éclater sexuellement. Et donc, on va retrouver le risque là, ça va être le phénomène d'addiction sexuelle, remplir ses vides, d'addiction à l'alcool, à des drogues, à des médicaments avec les antidépresseurs, les anxiolytiques, addiction aux jeux vidéo, addiction au sport, addiction aux sites de rencontres, addiction compulsion vestimentaire, addiction de cumuler plein de vacances, addiction de trouver toujours des nouveaux amis, d'avoir plein d'amis parce que certains vont être un jour en couple et ils partiront, donc il faut toujours avoir plein d'amis. Addiction aux films, donc avec chez certaines personnes, une vie qui va s'organiser dans le travail, c'est ok, dès que je rentre à la maison, je suis vraiment mal. Tout est lourd à la maison, préparer mes valises, mes vacances, faire ma comptabilité, gérer mes problèmes de chasse d'eau, de voiture, tout prend une ampleur insupportable. Et eh bien, les personnes vont se réfugier dans les films pour se mettre dans une autre réalité et avoir comme un peu de pommade le temps d'un instant. Et donc, on va retrouver des personnes qui vivent leur vie professionnelle, puis leur vie privée, dans une illusion de réalité avec des films en permanence, cumulent beaucoup de films,
Et puis, il va y avoir donc ces phénomènes d'insomnie, voire être tout le temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur leurs films, une partie de la soirée, puis de la nuit. Donc, il va y avoir des épuisements physiques dus au manque de sommeil, et puis de la culpabilité. Ils vont se culpabiliser, ils vont voir qu'ils sont en train de partir dans une spirale descendante, culpabilité et un enchaînement de dévalorisation, de rupture de lien, d'isolement, de sensation d'échec. Et là, on est dans le vortex, de l'énergie de juillet qu'on voit au milieu de ce conte. Il faut pouvoir poser les mots dessus. Vous faites un burn-out de solitude, un burn-out de célibataire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont vos zones de stress? Il va falloir remettre tout à plat. Il va y avoir donc une grosse crise qui s'annonce avec un gros effondrement. Il va y avoir des deuils à faire et regarder les choses en face. Lâcher toutes les attentes du futur où le futur serait mieux que le présent. Et donc, on continue à beaucoup travailler le présent pour avoir un futur mieux. Alors, je vais finir cet audio par vous lister tout ce qu'il ne faut pas faire quand une personne est en burn-out. Qu'on soit son ami, ses parents ou son thérapeute. Il y a 5 choses qui ne marchent pas, en fait, et qu'il faut arrêter de dire à une personne en burn-out, donc c'est important de le savoir. Il faut arrêter de tout faire pour aider la personne à tenir le coup et à ne pas s'arrêter, parce que ça ne fonctionne pas. Elle est en surstress, et si on lui dit on va l'aider encore à tenir le coup, son système nerveux va griller, en fait. À tout faire pour l'éviter de prendre le mur. Il faut un moment, on va lâcher et on va l'accompagner plutôt à se prendre le mur. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui va finalement permettre à ce cercle vicieux de s'arrêter. Donc à ce moment-là, il y a un accompagnement très fort, parce qu'on sait qu'il va y avoir un écroulement, que ça va être très violent. Donc il faut vraiment faire un système d'étayage autour de la personne, de médecins, de psychiatres éventuellement, de thérapeutes, d'amis s'il y en a. Il va y avoir un moment, peut-être un arrêt maladie ou un effondrement, et à ce moment-là, donc dans la chute énergétique, on va essayer de vraiment voir tout ce qui était générateur de stress, parce qu'à ce moment-là, la personne ne peut juste plus le supporter, elle ne peut plus. Et donc, on va comprendre que c'était tout ça, en fait, qui la mettait en stress. On va le travailler, et on va travailler, mettre en conscience tous ces schémas de croyance. Et on va essayer de donner du temps à la personne pour qu'elle récupère et qu'elle se soigne. Donc, souvent, c'est l'arrêt maladie, si c'est possible. Deuxième chose à ne pas faire, c'est à nier, banaliser ou minimiser la situation. C'est terrible parce que pour le célibataire, il ne comprend pas pourquoi il est en situation de burn-out, d'échec de vie, alors qu'il n'a pas d'enfant, qu'il a tout l'argent que pour lui. Il faut savoir qu'il a beaucoup investi son argent tout seul, hein, dans ses charges personnelles, sa maison, mais éventuellement aussi dans ses thérapies, dans tout ce dont il a investi son énergie, son argent est parti là. Et des fois, le regard sociétal dit « Oh, mais toi, tu es célibataire, tu as de l'argent. » Et donc, le célibataire va être dans une grande culpabilité de se dire « Mais j'ai pas d'enfant, je suis épuisé. Je suis célibataire et j'ai mon argent qui est à flux tendu, voire j'ai des difficultés financières, mais c'est parti où? Je devrais pouvoir faire ce que je veux, mais j'y arrive pas. » Et les gens ont tendance à minimiser en disant « Mais tu es célibataire, de quoi tu te plains? » Parce qu'en plus, avec ces histoires de burn-out parental ou de familles qui sont de crise de couple ou de crise, tous les états de crise que génère notre société, les gens ont tendance à considérer les célibataires comme ayant de la chance. Ah, mais toi, tu as la chance, tu n'as pas de crise de couple, tu n'as pas ton compagnon, tu n'as pas de mari qui ronfle dans ton lit, tu n'as pas de compagnon ou de compagne qui te fait chier le soir quand tu rentres, tu n'as pas tes enfants qui hurlent toute la journée, tu n'as pas les problèmes de santé de tes enfants, de quoi tu te plains? Ou de lui dire mais c'est qu'un mauvais passage et ça va aller, ne t'inquiète pas, bouge-toi les fesses, sinon tu vas jamais réussir à reprendre. Donc il faut savoir que le déni est un mécanisme de protection face aux situations difficiles, et que les célibataires vont vivre beaucoup de déni de leur entourage, de leur famille, de leurs amis. Eux-mêmes, ils vont être dans le déni, et le déni ne fait que renforcer le problème, la non-reconnaissance.
Donc le déni, c'est quoi? C'est ne pas regarder la réalité en face pour éviter de souffrir. Et donc l'entourage ne peut pas rentrer dans les souffrances d'un célibataire et donc vont la nier. Donc comment on fait si on ne veut pas la nier? Être accompagnant, que ce soit quelqu'un de la famille ou un ami, c'est une place difficile parce que il va falloir du temps, il faut de l'écoute, de l'accueil. C'est un équilibre un peu complexe. Il faut à la fois être présent et rester à sa juste place, ni trop loin, ni trop près. Et si vous ne savez pas trop comment aider quelqu'un qui est célibataire, mais il faut juste lui demander qu'est-ce que tu as besoin et l'écouter et dialoguer dans ce sens-là avec lui ou avec elle. L'aider à verbaliser, qu'est-ce qui se passe, parce que la personne n'en a pas forcément conscience, ne sait pas le dire ou ne va pas vouloir le dire parce qu'elle a honte de ce qu'elle vit. Elle juge que c'est pas normal et elle a honte de tout, en fait, d'être célibataire, sans enfant. Elle a l'impression qu'elle est en échec de vie sur tous les plans. Surtout en plus si elle va après faire un burn-out professionnel parce qu'elle va vivre une double vie, la vie professionnelle où elle s'investit énormément et la vie personnelle où elle se désinvestit petit à petit. Donc il va y avoir comme un clivage dans sa vie, comme deux personnages qui vont se mettre en route. Un personnage professionnel tip-top, un personnage personnel plutôt en burn-out et dépression. Et dans ce clivage, ça l'écartèle et à un moment, elle peut faire aussi un burn-out professionnel. Donc, il y a un moment où la personne va avoir besoin de beaucoup parler et c'est ce qui va aussi générer le burn-out parce que être en lien avec des personnes célibataires qui ne parlent à personne toute la journée, c'est-à-dire qu'elles doivent prendre leurs décisions toutes seules. Qu'est-ce que je fais à manger? Je vais où à vacances? Où c'est que j'investis mon argent? Dans les situations de crise à qui je fais appel? Elles n'ont personne à qui en parler, donc ça tourne toujours en bout dans leur tête. Et à un moment, si elle trouve une oreille qui les écoute, elle va avoir tendance à beaucoup parler, à beaucoup vider son sac. Et ça va saturer l'oreille qui l'écoute. Le nouvel ami, le nouveau voisin, le frère ou la sœur qui d'un coup se rappelle de son existence et va l'appeler pour savoir comment ça va. Il va se retrouver avec un flot de choses déversées qui ne vont pas du tout. Et ça va régénérer de la distance. Un ami de passage qui dit mais j'ai pas pu en placer une, tu m'as parlé toute la soirée, stop, on va au lit et le lendemain ça va, il ne rappellera plus. Or l'écoute est importante, il faut que la personne puisse vider son sac, c'est en parlant à quelqu'un d'autre qu'elle se comprend elle-même, en ayant aussi le regard de l'autre. Or la célibataire ou le célibataire n'a pas de vis-à-vis. Donc il va devoir se parler à lui-même tout le temps et cette rencontre avec lui-même est très souffrante et l'écoute de l'autre est essentielle. L'écoute et le non-jugement et pas forcément que l'autre veuille trouver des solutions, parce que l'autre n'est pas dans la situation du célibataire qui est complexe. Mais juste de se dire permet à la personne petit à petit de comprendre ce qu'elle vit. Quatrième chose à ne pas faire, c'est à croire ou à faire croire que cela va s'arranger avec le temps et qu'ensuite tout reviendra comme avant. Eh bien non, parce que justement, comme avant, ça n'allait pas du tout. Donc on ne veut pas que ça revienne comme avant, il faut que tout s'écroule. Et paradoxalement, se remettre d'un burn-out demande beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que la personne en burn-out, elle n'a plus d'énergie, elle est vidée d'énergie. Or, elle va devoir remanier de l'énergie pour se relever, se remettre en question, comprendre, aller voir des professionnels, confronter sa souffrance. Et ça va demander beaucoup de temps. Gérer aussi ses problèmes de santé, parce que souvent elle a des problèmes de santé. Il va falloir faire baisser le cortisol et tout ça, ça demande de l'énergie. Donc c'est paradoxal, c'est très long. Donc la reconstruction va se passer par des étapes de repos, mais aussi des étapes donc, de travail thérapeutique ou de développement personnel, de modification de vie. Tout changement demande énormément d'énergie, il y a beaucoup de résistance à changer et la personne va devoir changer de façon de vivre, changer de façon de penser, va faire des grands deuils, va devoir faire des grands deuils sur tout ce qu'elle espérait du futur. Elle va devoir faire des deuils, tout ce qu'elle espérait dans sa vie et elle va vivre un énorme effondrement de vie. Et donc là, elle va devoir être beaucoup accompagnée, ce qui veut dire qu'elle a moins d'argent, elle est éventuellement en arrêt de travail, elle a éventuellement plus d'amis, elle part éventuellement plus en vacances toute seule, elle n'a plus d'énergie pour gérer sa vie et éventuellement elle n'a pas de soutien familial. Éventuellement, donc elle a moins d'argent parce qu'elle est en arrêt de travail ou elle est en précarité de travail si elle est elle-même auto-entrepreneur par exemple, où il faut qu'elle gère son énergie pour maintenir à flot son entreprise, où elle va quand même moins travailler pour récupérer pour elle. Et
elle va dépenser beaucoup d'argent dans l'accompagnement thérapeutique. Donc tout ça aussi c'est paradoxal. Au niveau énergétique, l'argent c'est de l'énergie. Et donc elle peut aussi beaucoup travailler pour juste payer des accompagnants parce qu'elle va devoir parler. Du coup, elle va devoir payer des psychologues pour parler parce qu'elle n'a personne avec qui parler dans son entourage. Une psychologue, c'est 65 € l'heure, une fois par semaine. Donc, ça fait très cher de payer quelqu'un. Elle va devoir payer des artisans parce qu'elle manque d'étayage autour d'elle pour l'aider dans ce qu'elle ne sait pas faire. Elle va devoir éventuellement payer des avocats pour gérer ses litiges, etc., etc. Donc il y a une spirale là qui est difficile, un équilibre qui est difficile à trouver entre la gestion de l'argent, de l'énergie, du repos, et des remises en sécurité et de trouver des personnes avec qui parler pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça ne reviendra jamais comme avant parce qu'une fois que la personne a compris, eh bien, elle va changer et elle va changer aussi sa façon. Alors, elle va changer parce qu'elle va aussi comprendre dans quelle dynamique systémique elle est, qu'elle se soit familiale, sociétale. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de vous faire tous ces bonus sur la société actuelle pour faire comprendre un peu à tout le monde dans quelle société on est et pourquoi on peut se retrouver dans ces situations de burn-out ou de suicide ou d'épuisement. Et donc, dans tout ça, il va falloir qu'elle se recrée une nouvelle éthique de vie, une nouvelle compréhension de vie, une nouvelle intelligence de vie. Et ça va générer peut-être une nouvelle façon de vivre, et là aussi une énergie pour changer de façon de vivre, nouvelle relation, nouvelle façon d'être en relation avec sa famille, nouvelle façon d'être en relation avec des nouveaux amis. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour aller vers une nouvelle vie. Cinquième chose qu'il ne faut pas faire avec quelqu'un qui est en burn-out, c'est profiter que la personne soit en arrêt pour lui proposer de finir tout ce qui a pris du retard. Et donc, on va se le dire à nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un burn-out, si c'est un burn-out professionnel ou un burn-out parental et que la mère est au foyer ou le compagnon est en arrêt maladie, la personne qui travaille ne comprend pas que lui, il a travaillé toute la journée ou elle, et puis elle rentre à la maison et le compagnon n'a rien fait de la journée. Tout prend du retard. Non, en fait, l'arrêt de travail, c'est pas pour qu'il s'occupe de la maison, il peut pas en fait. Et le célibataire aussi, s'il se met en arrêt de travail ou s'il prend des vacances, un peu plus de vacances pour moins travailler, eh bien, sa maison est partie en vrac. On se rappelle qu'au début, c'est des personnes très consciencieuses. Donc, au début de son célibat, il voulait une maison tip-top. Tout était bien tenu dans sa maison. Il voulait recevoir du monde. Il voulait gérer tout, en fait. Et à un moment, quand tout part en vrac, la maison part en vrac aussi. Et ça rajoute au fait que le célibataire ne se sent pas bien chez lui. La saleté s'accumule, la crasse, il va de moins en moins bien manger, et donc on est dans une spirale infernale. Et il peut se dire, je vais mettre en arrêt ou je vais prendre des vacances et je vais faire tout ce que j'ai pas pu faire, le ménage, le nettoyer, la comptabilité, tout ça. Et il va faire un peu, mais ça va juste de le faire, ça l'épuise en fait. Ça l'épuise parce que c'est sa source de stress. Et donc, il va falloir soit accepter encore de payer des gens qui le font à sa place, soit l'accompagner dans la compréhension, dans cet équilibre. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on lâche dans cette descente. Il y a une descente dans l'arrêt, une descente, et on ne se met pas en arrêt pour continuer à être dans l'action, on se fait en arrêt pour aller dans le lâcher-prise. Alors, la gestion du burn-out, on est vraiment dans l'énergie de juillet. On est vraiment dans cette bascule du masculin qui a été trop au top, trop en excès, et du féminin qui arrive qui dit stop en fait. Et on attend l'écroulement, on attend le lâcher-prise, et on attend de repartir dans l'intelligence de vie, l'intelligence relationnelle, l'intelligence du cœur, et ça c'est vraiment le féminin. Donc je voudrais finir cet audio là-dessus en vous disant, le burn-out c'est un symptôme sociétal, c'est aussi très en lien avec ce conte de juillet, cette énergie de juillet. Et la solution, de mon point de vue, sera toujours d'en retourner vers le féminin et dans l'équilibre du masculin et du féminin. Et donc, ça tombe bien, on va aller dans ces futures lunes là du féminin. On s'en rapproche grandement puisqu'on se rapproche de la lune de août, qui est notre première lune du féminin et ces lunes du féminin vont nous aider à gérer nos burn-out. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite. Si vous avez trouvé cet audio pertinente, ce sujet du burn-out
personnel des célibataires un sujet d'actualité. Si ça vous fait penser à des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un sujet connu, donc il mérite à être connu. Likez bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et, pour nous soutenir. Et voilà, partagez abondamment cette information. Parce qu'aujourd'hui, encore sur Internet, on ne trouve pas beaucoup d'informations là-dessus, ou quasi pas, ou pas du tout. Et c'est encore très peu connu des thérapeutes, donc il faut vraiment communiquer là-dessus pour finalement aider au diagnostic. Et évidemment, ça va orienter la façon de prendre en charge ces personnes de manière tout à fait différente qu'une dépression ou toutes les choses qu'on se dit, entre autres, en psychologie positive. La psychologie positive pousse au burn-out. Il faut que les thérapeutes arrêtent d'être dans une psychologie positive. Tu vas monter en potentiel, tu vas y arriver, tu vas devenir quelqu'un de mieux, tu vas être la meilleure image de toi-même. Il faut arrêter ça à un moment et puis repartir à l'inverse et dire c'est OK, en fait, on va repartir dans la vie. Merci pour votre soutien.